Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, Manuel Valls à l'heure du bilan. Il est venu le défendre devant les députés cet après-midi à l'Assemblée. Des comptes parfois difficiles à rendre pour le ministre de l'Intérieur, car en 2013, les vols et les cambriolages ont été en nette hausse selon l'Observatoire de la délinquance. Jean-Baptiste Daoulas a suivi les échanges pour LCP. 2013 a été la première année pleine de Manuel Valls au ministère de l'Intérieur. Une période sur laquelle l'opposition lui demande des comptes. Je n'attends pas de lui de m'expliquer les 5 dernières années, mais les 20 mois qui sont sous sa responsabilité, c'est bien de celle-là qu'il doit répondre devant les Français. Le ministre de l'Intérieur reconnaît que le bilan 2013 n'est pas satisfaisant. Dans les zones protégées par la police, les vols sans violence ont augmenté de 4%. Principal point noir, les cambriolages, plus 6,4%. Mais c'est bien à la période 2007-2012 que Manuel Valls renvoie l'opposition. Vous êtes député. Or, pendant 5 ans, vous avez voté des budgets pour la sécurité qui diminuaient les effectifs de 13 700 postes de policiers et de gendarmes. Et vous n'avez pas voté les budgets qui augmentaient le nombre de policiers et de gendarmes et qui remplaçaient tous les départs à la retraite. Les débats sont restés plutôt sereins. La plupart des députés avaient des revendications bien précises à faire passer. Je souhaiterais également insister auprès de vous sur la nécessité de ne pas oublier les villes moyennes dans lesquelles de nombreuses difficultés persistent et dans lesquelles nous constatons particulièrement aujourd'hui une recrudescence des cambriolages à domicile. Et nous devons être attentifs à la situation et aux zones de gendarmerie, mais aussi des petites circonscriptions de police qui ont beaucoup souffert de la baisse des effectifs au cours de ces dernières années. Donc nous y sommes attentifs, dans le dialogue notamment avec les maires. La séance de questions n'a pas déplacé les foules. À peine une vingtaine de députés étaient présents dans l'hémicycle. Pascal Poplin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis. Vous avez interrogé le ministre de l'Intérieur cet après-midi. Vous étiez dans l'hémicycle. Manuel Valls a reconnu des chiffres pas très bons. Il s'est retranché derrière le précédent quinquennat. Plus qu'un mea culpa, ce sont des résultats aujourd'hui que les Français attendent. Oui, mais je crois que sur cette histoire de chiffres, il faut aussi voir la vérité des choses. Les chiffres, je l'ai dit tout à l'heure dans l'hémicycle, sont des innocents qui peuvent tout avouer sous la torture. Et il faut bien noter que sous le précédent quinquennat, voire même au cours de la décennie précédente, puisque M. Sarkozy a commencé à faire œuvre au ministère de l'Intérieur en 2002, ces chiffres ont été gravement tourmentés. L'Observatoire de la délinquance a identifié le fait qu'on escamotait grosso modo à peu près 130 000 faits par an. Donc les chiffres augmentent, mais ça n'est pas en niant la réalité qu'on mène une politique. Donc moi je crois que ces enjeux de chiffres sont dérisoires, ces indicateurs de la délinquance qui étaient globalisés et qui mélangeaient les crimes de sang avec les vols d'autoradio. Globalement, on peut dire que la délinquance a augmenté, continue d'augmenter. Est-ce que le bilan du ministre de l'Intérieur est bon? Globalement, aujourd'hui, on a la vérité des chiffres qu'on n'avait pas avant. Et globalement... La vérité sur l'année 2013, c'est une année pleine pour le ministre de l'Intérieur. Oui, c'est une année pleine. Mais si on regarde précisément à l'intérieur de cette année l'évolution, par exemple sur les cambriolages, effectivement, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de 9%. Mais depuis que le ministre a mis en place le plan de lutte contre les cambriolages, on se trouve avec, sur les 3 derniers mois, une hausse qui est moindre, avec 2,6% de baisse en zone police et 1,3% en zone gendarmerie, par exemple. Bon, mais en même temps, est-ce que le bilan d'un ministre, est-ce que le rôle du ministre de l'Intérieur, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est d'aller monter la garde personnellement ou de mettre un policier ou un gendarme devant chaque habitation? Non, c'est de créer les conditions au plan national, par les effectifs, par les moyens dont dispose la police, pour faire en sorte que les filières puissent être démantelées. Et il y a des résultats qui existent. Il est quand même responsable. Vous parlez, vous, d'effectifs. Est-ce que c'est un problème d'effectifs? Et notamment dans la gendarmerie, puisqu'on voit que les zones rurales sont particulièrement touchées par cette augmentation des cambriolages. Ça n'est pas qu'un problème d'effectifs. Mais ça l'est aussi. Et quand on vient nous demander des comptes, comme l'a fait un de mes collègues de Seine-Saint-Denis tout à l'heure, sur les effectifs en Seine-Saint-Denis, qui ont baissé de plus de 1000 policiers au cours du quinquennat précédent, avec des budgets qui ont été votés avec les non-remplacements des départs en retraite, avec la suppression de 13 700 postes de policiers et de gendarmes au cours du précédent quinquennat. Vous imaginez bien que ce n'est pas en 18 mois ou en 20 mois qu'on redresse tout cela.
Imaginez que les décisions qui ont été prises par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, dès son arrivée place Beauvau, avec le recrutement de policiers et de gendarmes supplémentaires, environ 500 par budget, elles ont produit leurs premiers effets le 1er décembre 2013, parce qu'un policier, comme un enseignant d'ailleurs, ça n'est pas quelqu'un que vous prenez dans la rue, vous lui mettez un uniforme et vous le mettez au boulot. Il y a une formation d'1 an. Et donc c'est le 1er décembre 2013, c'est-à-dire il y a à peine 2 mois, que les premiers policiers supplémentaires recrutés grâce à la politique nouvelle qui a été mise en œuvre par le gouvernement sont véritablement déployés sur le terrain. Et pourtant, ces policiers, si l'on en croit un rapport publié ce matin par le Figaro, un rapport des préfets, eh bien, ces policiers et ces gendarmes expriment leur exaspération et leur découragement face au laxisme de la justice. Est-ce que Manuel Valls s'est exprimé là-dessus ? Alors d'abord, cette histoire de laxisme me laisse pantois, parce que il y aurait, depuis le 6 mai 2012, une nouvelle politique pénale. Il va y en avoir une. Parce que c'est la réforme que la garde des Sceaux est en train de mettre en place. Cette politique, elle a été annoncée. Mais actuellement, on sait qu'il y aura plus de peine plancher, on sait qu'il y aura la contrainte pénale. Nous vivons sous le régime juridique, qui est le régime des 70 lois qui ont été votées dans la plus grande anarchie par la précédente majorité au cours des 10 précédentes années. Mais on la connaît, la loi Taubira, qui va être annoncée. Mais elle n'est pas appliquée pour l'instant. Oui, donc oui, mais le signal, est-ce qu'il n'est pas déjà envoyé aux délinquants ? Arrêtez, je crois que c'est absolument pas là que se trouve le problème, d'autant que la loi Taubira n'est absolument pas un assouplissement ou une forme de laxisme. Tout ce qui a été mis en œuvre jusqu'à maintenant n'a pas apporté les résultats que ceux qui les ont mis en œuvre escomptaient. Il n'y aura plus de prison pour les peines inférieures ou égales à 5 ans avec la contrainte pénale. C'est pas ça que dit la loi, c'est une possibilité qui est donnée. Mais est-ce qu'il vaut mieux mettre en place des mesures de contrainte pénale ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait une série incroyable de peines qui ne sont jamais exécutées? Et ça, c'est pas quelque chose qui date du retour de la gauche au pouvoir. C'est la situation que nous avons trouvée. Je vous remercie, Pascal Popelin, député socialiste de Seine-Saint-Denis, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Dans le reste de l'actualité, le pacte de responsabilité. Le Premier ministre a clos à Matignon les concertations. L'objectif, supprimer les cotisations familiales patronales en échange de création d'emplois. Sur ces contreparties, les points de vue des partenaires sociaux sont radicalement opposés. Jean-Marc Ayrault leur a laissé jusqu'au début mars pour se mettre d'accord. Écoutez. Nous considérons que des engagements concrets doivent être pris au nom des entreprises en contrepartie des efforts que va consentir la collectivité nationale pour favoriser leur compétitivité et financer les allègements par des réductions de la dépense publique. Je vais donc adresser dans les tout prochains jours aux partenaires sociaux une lettre en leur demandant de se concerter et de me faire part de leurs propositions, de méthodes et d'objectifs sur les contreparties au plus tard dans un délai d'1 mois. Et un peu plus tôt, la CGPME avait été consultée par Jean-Marc Ayrault. Son président, Jean-François Roubaud, était sur la même ligne que celle de Pierre Gattaz au MEDEF. Il ne veut pas s'engager sur des objectifs chiffrés de création d'emplois en échange de la suppression des cotisations familiales. J'ai insisté beaucoup sur le fait que sur les engagements que nous pouvions prendre, nous, chefs d'entreprise, ce n'est pas sur des chiffres d'emploi parce que ce ne sont que les entreprises qui peuvent créer de l'emploi. Par contre, j'ai dit que la CGPME s'engageait dans des actions et j'ai cité entre autres l'action que nous venons de démarrer ce matin sur Facebook pour les emplois non pourvus où nous avons déjà plus de 6 000 ou 7 000 annonces qui sont en ligne pour que l'ensemble de l'offre et de la demande puisse se mettre en rapport sur ce réseau. Des nouvelles de Nicolas Sarkozy. Il était en déplacement en Charente-Maritime pour décorer le maire de Châtelaillon de la Légion d'honneur. En réalité, pour semer un caillou de plus sur le chemin de son retour en politique. L'ancien président a habilement distillé quelques messages. Reportage sur place à Châtelaillon de nos envoyés spéciaux Germain Andrieux et François Goulin. Nicolas, reviens. Tout le monde parle à sa place, mais ça ne dérange plus Nicolas Sarkozy. Bien au contraire. C'est bien quand les Français parlent. On aimerait bien vous revoir. Merci madame, merci beaucoup. S'il ne cache plus en privé son envie de revenir en politique, pas question pour le moment d'accélérer son calendrier ou d'évoquer clairement son retour. Je n'ai jamais eu un goût très prononcé pour la contemplation passive et nostalgique. Enfin, disons que je suis capable de faire un effort, de m'adapter, pour un temps. Depuis plusieurs mois, sa stratégie de communication reste identique. Des apparitions au compte-gouttes, quelques cartes postales
pour ne pas être oublié des Français et des médias. Écoutez, moi j'ai été formé par Giscard. J'ai vécu la suite de sa défaite en 1980. Nicolas Sarkozy a fait les choses différemment. Je ne sais pas aujourd'hui s'il sera candidat. Si vous voulez savoir mon avis, je pense qu'il le sera, naturellement. Mais il peut y avoir une conjonction d'événements qui fasse qu'il ne le soit pas non plus. Donc je crois qu'il faut l'observer avec attention. Très sincèrement, je pense qu'il n'a pas besoin de ce genre d'événements pour exister. Et on le verra en 2017. Je suis très dubitatif sur les primaires de parti. On sait tout ce que ça veut dire. Je pense qu'il est capable de s'imposer lui-même sans primaire. Je ne vois personne aujourd'hui qui lui arrive à la cheville. Il reste que ce principe des primaires en 2016 pour 2017 a été voté et approuvé par les militants. D'ici là, l'opposition préfère se concentrer sur les prochaines échéances électorales, avec les élections municipales et les européennes. Quant à Nicolas Sarkozy, aucune clarification officielle sur son retour ne devrait avoir lieu avant l'été. La campagne pour les municipales à Paris est entrée dans le vif du sujet hier. Les 5 candidats se sont retrouvés pour la première fois devant les caméras. Un débat qui a tourné au duel entre la favorite des sondages, Anne Hidalgo, et sa concurrente à l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet. La droite qui abordera diviser le premier tour car l'entrepreneur Charles Becbédé se lance seul avec Paris Libéré. Thomas Soulier. Municipal 2014, Paris, le débat. C'est un débat à 5 qui s'est transformé en duel. Bonsoir à tous. D'un côté, Anne Hidalgo, la favorite. De l'autre, sa rivale, Nathalie Kosciusko-Morizet. Les arguments sont rodés et les attaques restent les mêmes. NKM l'ambitieuse contre Hidalgo l'héritière. Moi, je vous invite à résister au piège doucereux d'une gestion sans ambition et sans âme. L'héritage, c'est jamais un projet. Je m'engagerai à vos côtés avec fidélité jusqu'au bout de ce mandat, avec enthousiasme pour servir Paris. Car il s'agit de servir Paris, pas de s'en servir. Et si Nathalie Kosciusko-Morizet se servait de Paris comme tremplin pour 2017, la candidate UMP dément et s'attaque au sujet de fond, les transports, le logement, la sécurité et les impôts. Des projets d'avenir, mais toujours le passé qui ressurgit. Je serai le maire du zéro impôt supplémentaire. Parce qu'aujourd'hui, parfaitement, je les ai baissés à l'Angelo. Je me lois, Madame Hidalgo, je les ai baissés. Madame Hidalgo, vous avez pris à Paris une situation financière saine et vous avez augmenté les impôts. Moi, je n'ai pas l'intention de m'excuser de mon expérience d'élu local. J'ai pris une situation financière compliquée et moi, j'ai baissé les impôts. Selon le dernier sondage, Anne Hidalgo repasse en tête au premier tour et creuse l'écart au second. À droite, certains accusent les nombreux dissidents de polluer la campagne de Nathalie Kosciusko-Morizet. En tête, Charles Becbédé, grand absent du débat d'hier. Il prône la diversité pour que la droite remporte Paris. La stratégie unioniste n'est pas la bonne dans cette campagne et qu'il faut absolument donner le choix aux Parisiens si on veut les mobiliser, lutter contre l'abstention, lutter contre le vote extrême et tout faire pour que tous ces Parisiens qui veulent l'alternance, qui veulent reprendre la main sur leur destin à l'Hôtel de Ville, puissent être entendus et qu'il y ait une nouvelle gouvernance à l'Hôtel de Ville. Son mouvement Paris Libéré présentera des candidats dans tous les arrondissements. Dans les sondages, ces listes sont aujourd'hui créditées de 4%. Avant de se quitter, nous avons appris la disparition aujourd'hui du fondateur d'Harakiri, François Cavana, également auteur avec 90 ans. Il restera célèbre pour ses indignations tonitruantes, ses critiques acerbes de l'armée, des beaufs, des chasseurs ou des religions, et aussi pour cette une d'Harakiri en 1970 sur la mort du général de Gaulle intitulée « Balle tragique à Colombey, un mort » qui signale la fin du journal satirique, vite remplacé par Charlie Hebdo. Les hommages se sont multipliés comme ceux du président de la République et du Premier ministre. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre attention. Ça vous regarde se poursuit avec le débat présenté par Arnaud Ardouin. Il revient ce soir sur les municipales et le pari manqué du Front National.